Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Ah ouais? Super bien! Super bien! Alright! Bienvenue à encore un nouvel épisode d'Écologie et Société. J'en sors pas mal cette semaine. Ouais. Donc, si vous ne l'aviez pas déjà fait, allez suivre le podcast sur Spotify, hit le petit follow. Sur tous nos réseaux sociaux, on est sur Instagram, Linktree, LinkedIn aussi. Donc, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sébastien Jacquet, qui est un ami de mon collègue dans une entreprise que j'ai travaillé. Il est professeur à l'ETS dans un cours de bâtiment durable et environnement, puis de sciences du bâtiment aussi. Bienvenue, Sébastien. Hey, merci. Je vais tout de suite te corriger. Ah ouais, OK. En partant, je suis pas professeur. Ah, chargé de cours. J'ai pas le doctorat, fait que je suis chargé de cours. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Ça prend quand même des bonnes études là, pour être professeur. Il faut avoir fait un doctorat pour être professeur à l'ETS, en tout cas. Alors, je suis un chargé de cours avec beaucoup d'expérience, on va dire ça comme ça. Ce qui est d'autant mieux, c'est comme je trouve ça quand même plus intéressant ça. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'aimais toujours les histoires des professeurs qui avaient beaucoup d'expérience. Ouais. Il y avait un professeur à l'ETS en matériaux, je m'en rappellerai toujours, puis il venait de France, puis là, il y avait plein d'expériences. Je pense que c'est à Bombardier ou en tout cas une compagnie d'aéronautique, puis il nous parlait de tous les types de... Des matériaux. Ouais, c'est ça, exact. C'est drôle que tu me parles de ça parce que c'est le début de ma carrière, ça, comme ingénieur. J'étais ingénieur en matériaux chez Bombardier. Ah ouais? Ah ouais. Mon Dieu! Est-ce que tu connais le professeur à l'ETS de matériaux? Non, moi je suis dans le département de construction. Okay. C'est probablement un prof dans les... mécanique plus, ouais, c'est ça. Moins, okay. Parle-nous de ça, justement. C'est ça. Mon background, en fait, il y a longtemps, j'ai fait un bac en génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal. Okay. J'avais choisi la spécialité aéronautique, puis tantôt je te disais, je suis un architecte manqué. Mm-hmm. Pourquoi j'ai choisi le génie, puis pourquoi j'ai choisi l'aéronautique, c'est que j'ai un grand frère qui était déjà dans ce genre d'études-là, qui faisait aéronautique lui aussi, mais à McGill. En fait, comment ça s'est décidé? J'étais assis à une table avec mon meilleur ami à l'époque, puis là... j'avais dans ma tête l'envie de lui dire ce que j'allais faire plus tard parce que j'avais pas mal décidé que j'allais être architecte. Fait que je lui ai posé la question. J'ai dit « Hey, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? » Et puis j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que lui m'a répondu tout de suite « Ah, moi, je veux être architecte. » Ah ouais? Ouais. Puis là, dans ma tête de jeune homme, en quelques fractions de secondes, ça a fait « Ah, tu peux pas dire la même chose que ton ami, tu vas avoir l'air d'un suiveux. » Fait que là, j'ai pas dit « je veux être... » non. Je te jure. T'avais juste dit à cause de ça. J'ai dit « moi, je vais être ingénieur en aéronautique. » Puis voilà. Voyons c'est donc, comme ça que je suis parti sur cette voie-là à la base. Ça aurait pas dérangé. Je suis sûr que ça aurait été un bon ami qui aurait pas dit ça, mon Dieu. C'est niaiseux, je sais. Mais écoute... Mais la vie fait bien les choses, je veux dire... J'ai fait un détour un peu plus tard dans ma carrière, là, comme on discutait tout à l'heure, là, puis je suis revenu vers le bâtiment. Mais donc, c'est ça, suite à mon bac, j'ai commencé à travailler chez Bombardier. En fait, pourquoi Bombardier? Tout le monde il y a plein de liens bizarres dans ma carrière. OK. Moi, je tripais sur le vélo. Okay? Quand j'étais aux études, puis je tripais sur les vélos de triathlon qui sont faits en carbone, puis... J'ai fait du triathlon, c'est je vrai. sais de quoi tu parles. Bon, tu sais, les vélos full effilés avec des formes incroyables. Des courbes, des formes NACA, justement. Voilà. Puis là, moi, j'avais étudié en aéronautique. Fait que mon projet de fin d'études, c'était un cadre de vélo de triathlon avec justement des profils NACA d'elle. En composite, je l'ai pas fabriqué, mais parce que c'était marqué matériaux composites, quand j'ai passé une entrevue chez Bombardier, il y a un directeur à quelque part qui a dit « Ah, matériaux composites, on cherche un ingénieur en matériaux composites. » Écoute, j'avais une formation d'ingénieur mécanique. Là. En termes de matériaux, on en avait parlé un peu, mais pas tant que ça. Surtout pas matériaux composites. C'est assez niche. Oui, vraiment. Fait que j'ai comme été happé dans cette voie-là. Juste à cause d'un keyword. Hein? À cause du keyword.
vélo en fibre de carbone. Là, j'avais écrit ça dans mon CV. Puis ça, c'est drôle parce que maintenant, mes étudiants en classe, je leur dis tout le temps, faites attention aux mots-clés que vous mettez dans votre CV. Parce les que RH, ils se targetent ça. Exactement. Puis des fois, je leur en donne. Je dis, hey, si ça vous intéresse qu'on a parlé cet après-midi, le mot-clé à mettre dans votre CV, là, c'est telle affaire. Ah, ça, c'est vraiment cool de faire ça en tant que, en tant que chargé de cours ou professeur, là, du moins, là, de donner des conseils de carrière, justement, souvent. Ouais, je le fais beaucoup. Des fois c'est des conseils non sollicités. Là, j'essaie de... je pense que du extra-curriculum, c'est tout le temps intéressant. Là, je veux dire. En général, ils aiment bien les étudiants. Je leur parle de l'ordre des ingénieurs, je leur parle de l'examen de l'ordre des ingénieurs, ce que ça implique, la cérémonie aussi, tu l'as vécu. Ouais. C'est quelque chose, puis après ça, la responsabilité, puis le type de travail à quoi s'attendre. J'aime bien leur dire, si vous aimez la conception, l'idéation, ça vaut le coup les études supérieures, parce que c'est là vraiment qu'on met les mains dans le plus concret, là, puis on n'est pas seulement, mettons, dans la gestion de projet ou dans le suivi de trucs qui sont designés par d'autres. Fait que, c'est ça, je donne des conseils à mes étudiants. Je trouve ça super pertinent parce que j'ai été à une conférence c'était pour Féeric, je sais pas si tu connais. Ouais, exactement. Puis aussi, c'était Genium qui venait donner des espèces de statistiques sur les études salariales, justement, des ingénieurs. Ouais. Puis il y avait une des élèves qui a dit « ça fait 3 ans que je suis au bac, là, je me rappelle plus c'était quoi. » Puis elle a dit « C'est quoi l'OIQ? » Puis là, j'ai fait « je pense que ça serait important. » Fait que là, je pense que ça vaut vraiment la peine que tu expliques ça. Absolument. C'est sûr que moi, j'enseigne, les cours que j'enseigne se donnent en dernière année, souvent, là, avant-dernière ou dernière session. Fait que, ils sont très proches d'accéder au marché du travail. Fait que je trouve que c'est puis de s'inscrire en tant que CPI. Là, CPI. Fait que je trouve que c'est encore plus opportun, le bon moment pour leur dire hey, faites attention à ci. Puis si vous voulez pas que votre carrière s'enligne dans telle direction, peut-être qu'il y a un choix à faire avant de mettre les pieds, parce que c'est facile quand tu sors de l'école. Étiqueté, tu te fais offrir un super travail, puis des fois, c'est pas tout à fait ce dont tu rêvais, mais le salaire est bon, fait que tu y vas, puis tu te dis que ça va être temporaire, puis les choses étant ce qu'elles sont, tu restes là 2, 3, 4, 5 ans, puis veux pas, après, dans ton CV, tu as 5 ans d'expérience dans telle chose, puis ça te suit, là, fait que si tu veux te réorienter, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Moi, ça faisait 10 ans que je faisais de l'aéronautique. J'ai fait bombardier pendant 5 ans, puis après ça, j'ai bougé. Je suis allé faire de la structure sur les avions de chasse de l'armée canadienne. Wow! Quand même. C'est hot, hein, quand on le dit de même. Mais dans le day-to-day... Ah, c'est pas hot, non? On faisait des analyses sur des fissures microscopiques, sur des trous de boulons pour étirer la vie d'un avion des années 70. C'est très hot là, quand tu dis hey, « je suis ingénieur en structure pour les F-18 ». C'est hyper niche, puis tu fais que des itérations. Mais t'es l'expert du trou numéro 4, là, puis après ça, tu fais ça et tu fais ça. Ouais. Fait que c'est ça, moi, après 10 ans d'ingénierie en aéronautique, j'avais encore mon histoire d'architecte dans la tête qui me traînait. Puis, 10 ans de j'aurais dû dire ça. Non, j'ai été heureux parce que c'est 10 ans. C'est 10 ans de début de carrière. Tu fondes une famille, tu t'achètes une maison. Donc le temps passe vite quand même. Mais ouais, c'est ça. La naissance de mon deuxième garçon, puis le congé parental que j'ai pris m'a donné le temps de réfléchir. Puis là, je me suis dit, j'ai le goût de faire d'autres choses. Puis je me suis inscrit à la maîtrise en bâtiment à l'ETS. Puis je suis tombé un peu par hasard sur quelqu'un qui m'a dit « Hey, je connais un architecte qui cherche un étudiant pour faire un projet sur des toits verts. » Puis moi, les toits verts, c'était pas du tout ma tasse de thé. Je trouvais ça beau. J'ai toujours trouvé ça très joli, des toits verts, mais intéressant. Mais je veux dire, j'avais pas d'expertise pantoute. Fait que je suis allé chercher ce projet-là. Puis j'ai travaillé là-dessus à temps partiel pendant peut-être 2 ans, en continuant de travailler. Puis à un moment donné, j'arrivais pas à finir la maîtrise. Fait que j'ai lâché mon boulot. Puis je suis allé finir ma maîtrise à temps plein, écrire mon parce que j'ai fait une maîtrise recherche. Fait que j'ai écrit mon mémoire vous avez un bon partner d'abord là, pour supporter ça. Ah oui, ben là, c'est sûr que je dois tout à ma blonde qui
qui a tenu les cordons de la bourse là, pendant toutes ces années-là. 2 ans de... Ouais, Ok, ben, quand même. non, 2 ans temps partiel puis une année temps plein. Quand même. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, quand tu quittes l'aéronautique, moi, j'allais dans les séances d'information, tu sais, mettons, dans les universités pour voir les différents programmes avant de choisir l'ETS. Puis, tu sais, ils te font lever la main des fois, t'arrives de où, pourquoi tu te réorientes, tout ça. Puis moi, avec mon histoire de... Je suis ingénieur en aéronautique. Du trou 14. Non, mais je gagne un excellent salaire. Tu sais, Ouais. les ingénieurs en aéronautique au Québec, c'est les mieux payés, là. Ouais. Puis là, le monde me regardait. Tu veux t'en aller en environnement? T'es fou. Tu sais, Tu lâches tout ça. tu divises ton salaire par 2 là, d'emblée en partant. Là, c'est pas du tout la même game. Fait que... non, c'était spécial. Puis, mais je regrette rien, vraiment rien. Là. Tu sais, j'ai fait... donc, c'est ça, j'ai fait mon projet sur les toits verts. J'ai découvert c'est quoi une maîtrise. Puis ça, j'aime bien l'expliquer à mes étudiants en classe. Tu sais, une maîtrise, tu deviens un maître. Dans le fond, tu deviens un maître Jedi de ton sujet, mais juste de ton sujet. Fait que, tu sais, tu choisis un sujet, puis souvent, les gens qui cherchent des sujets de maîtrise, ils ont tendance à voir ça très large, tu sais. Tu pourrais dire, moi, le bâtiment. Non, tu peux pas faire une maîtrise en bâtiment. Il faut que ça soit vraiment un sujet pointu. Puis, tu sais, je te disais, j'ai fait une maîtrise sur les toits verts, mais c'est beaucoup plus pointu que les toits verts en général. Là. C'est le toit vert. C'est le toit vert à Montréal. Qu'est-ce que ça vaut côté énergétique, l'hiver et l'été, Impact, etc. au Québec, dans notre climat? Parce que, tu sais, on le voit aujourd'hui, il y a de la neige, il fait -10. Le toit vert, ça sert presque à rien là, dans ces températures-là. Puis nos étés, ils sont pas longs, là. Fait que c'était de vérifier à quel point le toit vert pouvait avoir un apport énergétique pour le climat montréalais, mettons. Fait que ça a fait de moi un maître Jedi en toit vert. Juste une couleur de sable laser. Oui, c'est ça, le vert. C'est ça, en plus, ça sera pas bleu. Non. Mais tu as un parcours aussi plus en politique. Tu as été aussi élu t'es au siège numéro 5. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours? Puis, Ouais, ben là, on vient de sauter plusieurs années, là, mais ouais, c'est ça. Écoute, moi, j'habite dans une petite ville de 14 000 habitants, en banlieue, sur la rive nord de Montréal. Puis du moment qu'on est arrivé dans cette ville-là, c'est une ville qui a une super réputation, ben je peux la nommer, c'est Rosemère. Okay. Elle a une super réputation au niveau de la végétation, son couvert végétal, sa canopée. Je pense que c'est une des villes qui a la plus grosse canopée, donc couverture par les feuilles d'arbres, ce qui est très, 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 très intéressant là, avec les changements climatiques. Ouais. Fait qu'en arrivant à Rosemère, je me suis rapidement... impliqué, on va dire, dans la ville. J'ai appliqué sur le comité consultatif en urbanisme, le CCU. Donc, la majorité des villes ont des genres de petits comités d'experts ou pas. Là. Des fois, ça dépend de toutes sortes de profils qui sont dans ces comités-là. Puis ces comités-là sont pour faire des recommandations aux élus en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de choix de matériaux pour les maisons et tout ça. Et parfois de gestes plus à saveur écologique, rétention de l'eau, stationnement perméable et tout ça. Fait que ça m'intéressait vraiment beaucoup comme sujet. Fait que j'ai fait ce comité-là pendant plusieurs années. Puis quand tu es dans des comités comme ça, puis que tu es dans une petite ville comme la mienne, ben rapidement, ben, tu as accès aux élus qui sont en poste, tu as accès au directeur, à la directrice générale de la ville, puis là, ils viennent à te connaître, puis... Ils voient que tu as de l'expertise, puis à un moment donné, ben c'est ça. De fil en aiguille. De fil en aiguille, il y a une équipe qui se montait pour l'élection qui a eu lieu en novembre, puis on m'a demandé si je voulais embarquer, puis j'ai sauté dans l'aventure. Fait que j'ai passé l'été dernier à faire du porte-à-porte. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Écoute, tu rencontres du vrai monsieur, madame, tout le monde. Je m'attendais pas à aimer ça autant. Ah ouais, ok. En fait, j'ai tellement aimé ça, là, puis mes collègues, s'ils écoutent le balado, ils vont se reconnaître aussi. Là. J'ai eu une petite période où il a fallu que je me parle. Après la période des élections, là, on faisait plus de porte-à-porte, puis j'ai eu comme un sevrage. Là. J'étais drogué, là. J'avais besoin de parler à du monde. Des gens, ouais, ok, my God. Il y a des journées qu'on faisait 10 heures de marche. Là. Donc, tu marches dans les rues, puis tu sonnes à chaque porte, puis là, la porte s'ouvre, puis là, des fois, c'est 5 minutes de discussion, des fois, c'est 20 minutes de discussion. Puis il y avait quand même sujets assez polarisants, surtout au niveau de l'environnement sur le territoire. Fait que
C'était vraiment des discussions hyper intéressantes. C'est quoi les enjeux d'environnement de Rosemère, mettons? En fait, notre ville, c'est une ville des années 40 à peu près. Okay. C'était des chalets à l'époque. Puis, en fait, pourquoi c'était des chalets? C'est que le train passe vraiment pas loin. Ben, il passe dans Rosemère, carrément. Okay. Puis, le train partait de Westmount et montait vers le nord. Puis, les gens de Westmount avaient leur chalet à Rosemère, sur le bord de la rivière. Ouais. Aïe, aïe, c'est le Laurentide de Westmount. Ouais, ben, c'est les anciens chalets de Westmount. Donc, c'est une ville qui est très développée maintenant. Il n'y a plus vraiment de terrain vague. C'est très construit. Fait qu'on arrive dans un tournant où est-ce que la moindre parcelle devient très, très attractive. Puis, entre autres, il y a un golf sur notre territoire. Oui, c'est vrai. Qui n'est plus opéré. Il n'y a plus personne qui joue au golf depuis des années. Puis, il y a un promoteur qui a acheté ça pour construire 3000 maisons. Wow, quand même. Milliers de maisons. Fait que l'enjeu, c'était vraiment, est-ce qu'on laisse comme la ville croître de 60%, puis ça change le visage d'une ville, ou est-ce qu'on essaye plutôt de protéger cet espace-là, peut-être même de se l'approprier, puis d'en faire un parc, un grand parc, un genre de Central Park à échelle réduite là, pour notre territoire. Fait que ça a été ça l'enjeu de l'élection. Okay. Moi, j'étais dans l'équipe qui était pour la protection de cet espace vert-là. Okay. Puis, il y avait d'autres équipes. Il y avait 2 autres équipes qui étaient plutôt pour laisser un projet se faire à l'intérieur du golf. Okay. Fait que ça a été super intéressant de parler à du monde convaincu. J'ai rencontré des sommités en biologie, en environnement. Donc, eux autres, j'avais pas besoin de travailler fort pour les convaincre. Puis, il y a d'autres personnes qui avaient beaucoup l'aspect financier. Si on met des maisons, c'est des taxes, c'est bon pour la ville. Puis, ces gens-là, c'était le fun. Il fallait les travailler et les amener à réaliser l'impact. Puis, les autres contraintes. Les contraintes, puis tous les services écosystémiques qu'un grand espace vert peut rendre sur un territoire. Fait que... C'est quoi un service écosystémique de ce projet-là, mettons? Ben, en fait, les services écosystémiques, c'est qu'est-ce que la nature nous rend comme service. Souvent, ça paraît pas, mais c'est des services très, 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 très coûteux là, si tu veux les remplacer par quelque chose d'artificiel. Mécanique, oui, c'est ça. Exemple, tu sais, quand il pleut sur un terrain vague, l'eau s'infiltre de façon naturelle dans le sol. Si tu construis ce terrain vague-là, tu mets des rues, des trottoirs, des canalisations, tu vas capter l'eau, des parkings. Pire affaire. Tu vas capter plein d'eau, puis l'eau, tu vas la retrouver dans un tuyau d'égout, puis il va falloir que tu fasses quelque chose avec. Fait que ça va te coûter les infrastructures, puis ça va te coûter la station d'épuration au bout du tuyau pour traiter l'eau avant de la renvoyer dans la nature. Donc, le service que rend le terrain vague, c'est de capter l'eau, puis de la filtrer, puis de l'infiltrer dans le sol. De façon naturelle, par les plantes et tout. C'est ça. Okay. Fait que, de la même façon, les îlots de chaleur urbains, si tu construis toute ta ville, mais il va faire chaud rapidement. Tous les matériaux durs comme l'asphalte, le béton, ça capte au bout l'énergie solaire. Puis quand le soleil se couche, c'est ces matériaux-là qui deviennent des émetteurs de chaleur, puis ils réchauffent l'atmosphère, puis ça fait comme une bulle de chaleur sur ton territoire. Fait que si tu veux compenser cette bulle de chaleur-là, ben, tu fais fonctionner des appareils comme des thermopompes ou des climatiseurs, puis ça coûte de l'électricité, ça coûte des matériaux, il y a des gaz qui sont nocifs pour notre couche d'ozone, puis toute technologie a un certain impact, contrairement à une plante qui... Exactement. Fait que, tu sais, la nature, ça commence à être chiffré. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Là. Combien ça vaut, la nature? Tu sais, un ruisseau, là, ça vaut combien en termes de services comme ça qui rend aux environs? Là, Mon frère dit tout le temps que la seule façon de faire une bonne transition énergétique, c'est de monétiser ça. Là, c'est très polarisé là, comme sujet. Là. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas? Ouais. Ben, je dois te dire que je suis un petit peu d'accord après plusieurs constatations, plusieurs projets. L'argent, tu sais, quand on parle de développement durable, tu as le côté économique. Là, le côté environnement, tout le monde le connaît. Le côté social, c'est parfait, mais il y a le côté... Ça reste un concept économique. Le côté économique qui est très, très fort. Là. Puis, j'ai fait de la consultation sur des projets où est-ce qu'on demandait quelques milliers de dollars pour augmenter l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Puis
pour le bâtiment, ça impliquait des espaces vraiment plus confortables à l'intérieur, une facture d'électricité vraiment plus basse pour la vie du bâtiment, mais parce qu'il fallait sortir upfront de l'argent au moment de la construction, le client disait « Ah non, on va laisser faire. » Ouais. L'argent, là, c'est effectivement, on l'a vu il y a quelques années, le prix du gaz a monté au-dessus de 2 $, ben, il ne se vendait plus de grosses voitures. Ouais. Il est redescendu, les gens ont recommencé à racheter des voitures. Fait que c'est sûr que c'est un très bon levier, l'argent. C'est-tu quelque chose que tu recherches dans ton parcours en politique, de faire changer des façons de penser, des façons de consommer, ou c'est pas vraiment ça qui... C'est pas quelque chose que je recherche, mais c'est des outils qui commencent à être assez, je dirais pas populaires, là, mais assez courants en politique, l'éco-fiscalité. C'est-à-dire que on va te charger une taxe ou on va te charger un montant pour quelque chose que tu consommes. L'objectif, c'est pas que je m'enrichisse avec les taxes que tu me donnes, mais c'est plutôt de changer ton comportement. Je te donne un exemple très simple, l'eau potable. Au Québec, on ne paye pas vraiment l'eau potable. On ne se le cachera pas. Là, on les paye dans les taxes municipales. On les paye, mais honnêtement, dérisoire, là, on a voté un règlement récemment là, à Rosemère sur l'eau potable, puis je faisais le calcul. On donne à chaque citoyen 40 000 gallons impériaux, donc tu fais fois 3,78, ça va te le donner en litres. Là. C'est faramineux comme montant, comme volume. Donc, on permet à chaque maison de consommer ce volume d'eau-là pour la modique somme de 178 $ par année. Ben non. Si tu calcules combien vaut le litre, on est dans des centièmes de dollars. Vraiment des centièmes c'est des peanuts, là. Vraiment. Fait que c'est sûr que, il y a des gens qui font des économies d'eau par conscience, par connaissance aussi, qui savent que de l'eau, traiter de l'eau puis produire de l'eau potable, ben pas produire, là, mais rendre potable de l'eau, ça coûte des sous, puis ça a un impact environnemental. Donc, il y en a qui vont faire des économies comme ça, mais ceux qui n'ont pas réalisé ça ou que ça ne les touche pas, ben quand tu montes le prix, tout à coup, ils deviennent économes. Comme les gens qui sont soudainement conscients quand ils doivent payer leur facture d'électricité et quand ils partent de chez maman et papa. Là, je veux dire, c'est ça qui arrive. Ouais. Oui, tout à fait. Ben ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que, tu sais, le Canada, le Québec, on est, tu sais, dans un territoire de ressources naturelles. Fait qu'on a de l'électricité quand même pas mal... facilement, de l'énergie propre, on a de l'eau, on a du bois, des matériaux, on a des grands espaces. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas très incité à faire des économies sur ces choses-là. Dû à cette facilité-là d'accès à la disponibilité. Mais moi, je crois que c'est un bon levier. Sans étouffer les gens avec des coûts astronomiques, si tu dis tout à coup à quelqu'un, ben je vais te faire payer, tu sais, comme ce que ça vaut pour vrai, là, pas... Puis de l'eau potable, là, je veux dire, 1 litre, ça coûte plus que ce qu'on charge aux citoyens, clairement, là. Puis c'est sûr. Puis personne ne peut se passer d'eau, donc faut pas monter le prix trop, mais faut trouver, tu sais, juste on peut pas le négliger. Le bon prix pour que les gens fassent attention. OK. Tout simplement. Comment tu jongles maintenant avec ton rôle de chargé de cours et politique maintenant? Ben, en fait, chargé de cours, c'est une job à temps partiel, là, c'est-à-dire tu prends des charges de cours qu'on t'offre. Des fois, tu en as beaucoup, donc tu peux tomber temps plein, entre guillemets, à faire ça. Moi, ça tombe bien dans le sens que l'université ne me prenait pas tout mon temps. J'avais du petit peu de temps dans mon horaire, puis le travail de conseiller municipal pour une ville comme la mienne, c'est pas un travail à temps plein. Fait que ça me permet de faire comme 2 jobs à temps partiel, puis d'être bien occupé. On va dire ça de même. Mais ton ami Alain, c'est pourquoi en fait il m'avait proposé ta participation au podcast, c'est que aussi tu fais un projet de Ice Bucket Challenge. Ouais, non, un pas... peu, excuse. Icebox. Icebox, excuse. C'est vraiment ancré dans notre tête, le Ice Bucket Challenge. Ah non, à tout le monde, il faut que j'explique que non, on s'est pas versé de la glace à la tête, c'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Ben, tu veux-tu nous parler de ça? Ouais, je peux te parler de ça. En fait,
il y a de ça quand même plusieurs années, j'étais dans un groupe qui s'appelait à l'époque Maison Passive Québec. C'est un organisme, il y a une norme de bâtiment qui s'appelle Passive House. C'est la norme la plus exigeante au monde en termes d'efficacité énergétique des bâtiments. C'est une norme allemande. C'est une norme allemande, ouais. Là, ça s'est un petit peu... ça s'est étendu. Non, ben ça s'est étendu en Amérique du Nord. Il y a une version US, là, il y a PHI US, Passive House Institute US. Donc, j'étais dans ce comité-là qui visait à faire connaître cette norme-là allemande. Et puis, dans le cadre de mes fonctions, avec d'autres, on organisait des conférences, puis on faisait venir des experts en la matière. Puis on a fait venir à un moment donné un architecte de Belgique qui était... la Belgique sont vraiment super en avance sur les bâtiments efficaces. Là. Okay. Fait que lui est venu nous présenter ça, il nous parlait de la norme Passive House. Puis dans ses diapositives, il y avait une petite image à un moment donné, une petite boîte, là, ça ressemblait à un genre de cabanon. Mais tu sais, très design, là, avec des belles volumétries. Une petite fenêtre toute petite, mais tu sais, des belles couleurs. Quelque chose de... Puis tu voyais que c'était comme une œuvre d'art à la limite. Ah mon Dieu, OK. Puis t'en avais 2 de ces petites maisons-là. Puis là, en tout cas, il nous explique qu'il a inventé un concept parce qu'il essayait de vendre l'idée de mieux isoler les bâtiments aux politiciens de la Belgique. Puis il dit, ces gens-là, tu peux leur parler de science ou d'économie d'énergie, ça leur parle pas. Fait qu'il dit, je cherchais quelque chose de très imagé pour démontrer l'efficacité énergétique. Et rendre ça attrayant. C'est ça, tu sais, vraiment rendre la chose facile à comprendre. Fait que il est sorti avec l'idée de faire 2 boîtes, comme 2 petites maisonnettes, une super bien isolée selon les principes de Passive House, puis l'autre construite selon le code normal du bâtiment de la Belgique. Puis à l'intérieur des 2 maisons, ils mettaient 2 gros blocs de glace, chacun son bloc de glace. Du même volume. Du même volume, c'était 1 tonne, là, fait qu'1 mètre cube de glace. Ah, quand même, hein? Ouais. OK, c'est là, pas des petits blocs. il installe ça sur une place publique, là, comme une démonstration, comme une exposition. Qu'il y a beaucoup en Europe, là, ouais. Puis on laisse ça fondre. Puis l'idée, c'était de démontrer que, regarde, on va ouvrir la boîte après 2 semaines, 3 semaines, puis il n'y aura plus de glace dans une des boîtes, puis l'autre aura gardé une bonne quantité de glace. Fait que c'est comme ça qu'il a appelé ça le Icebox Challenge, donc une boîte à glace ou glacière. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça dans la présentation, là, ça m'a vraiment attiré comme idée. Là. Moi, j'ai toujours aimé ça, ce genre de trucs de vulgarisation. Là. Fait que, écoute, c'est resté dans ma tête pendant longtemps. Ça a mijoté. Puis l'année passée, il y a eu comme une opportunité. J'ai eu une formation à un moment donné à l'ETS. J'étais assis à côté du directeur des clubs étudiants. Puis là, il me dit il n'y a pas beaucoup de clubs étudiants en bâtiment à l'ETS. Hein. Je dis ouais, c'est vrai. Hein. Si moi, j'aurais vraiment une bonne idée de projet à faire à un club. Puis là, il me dit il faudrait que tu fondes le club étudiant avant. Il faudrait qu'il y ait le club. Fait que ça s'est étalé sur 1 an. Là. J'ai démarré un club étudiant, recruté des étudiants. Après ça, se trouver comme une mission. Puis après ça, je leur ai présenté l'idée du Icebox Challenge parce que je voulais qu'on le fasse. Fait que l'été passé, on a finalement réussi à faire la démonstration du Icebox Challenge. Et on l'a un petit peu modifié. Donc, vu que c'était des étudiants puis que c'était l'ETS qui faisait, plutôt que de faire la version originale où est-ce que tu fais une boîte bien isolée puis une boîte de référence, je me suis dit, pourquoi on ferait pas un concours avec ça? Puis je me suis dit, un concours étudiant, ça serait génial. Ouais. Fait qu'on a lancé l'invitation à plusieurs universités, puis il y a eu peu de réponses, je dois le dire. C'est parce qu'il y avait la charge sûrement de repartir aussi un club. Par exemple, mettons, à Sherbrooke, il y avait un club étudiant. Les étudiants étaient hyper emballés par l'idée, sauf que c'était tous des finissants, donc ça donnait pas. Vu qu'on était à cheval sur comme 1 an. Peut-être que si je m'y étais pris un petit peu plus d'avance, j'aurais eu plus de monde. Mais on n'était pas tout seul. On a eu l'Université Concordia qui est venue faire le challenge avec nous. Okay. Fait que pendant tout l'été, je dis pendant tout l'été, non, c'est pas vrai. Pendant le mois de juillet, 3 semaines au mois de juillet, au Vieux-Port de Montréal, on a eu 3 petites maisons. Donc, il y avait une maison construite hyper isolée par l'ETS, une maison hyper isolée construite par Concordia, puis au milieu, une maison construite selon le code du bâtiment.
Par l'ETS. Ça a été construit par un organisme qui nous a... ça a été un commanditaire. OK. Là. Donc, OK. le fameux organisme dont je te parlais, qui s'appelait Maison Passive Québec, OK. s'est transformé en Bâtiment Passif Québec. Puis c'est Bâtiment Passif Québec qui l'ont construit. comme commandite, c'est ont très construit. cool. Ouais. Fait qu'on avait 3 petites maisons dans lesquelles on est venu mettre... là, on n'a pas réussi à mettre 1 tonne de glace, là, c'est une question de livraison, là, mais on a mis 830 kilos de glace. 1800 livres. Là, Autant que ça soit la même quantité pour les ouais, trois. tout le monde avait la même. C'était un bon gros cube, là, et c'était vraiment pas facile à déplacer, non? Non, ça a pris de la machinerie, des lifts, puis tout ça. Ah ouais, quand même. Ouais, ça a été des grosses journées, l'installation, là. Oula. Avec une grue et tout, genre? Ou... Ben, pas une grue, mais un lift truck, là, tu sais, un chariot élévateur quand avec des palettes, puis... aïe, aïe. Ouais, puis ce qui était compliqué, c'est qu'on était au Vieux-Port, donc sur la promenade, là où il y a vraiment... Écoute, il y a des vélos, il y a des cartes de golf, il y a des trucs à pédales, là, toutes sortes de touristes, de choses à touristes qui passent. Puis on avait le droit de construire nos maisons, d'installer notre truc, mais en autant qu'on bloque pas l'accès à la piste cyclable. Fait qu'on gérait des chariots élévateurs qui se déplaçaient, des grosses piles de glace, puis tu peux l'imaginer. Ça doit avoir attiré l'attention, ça. Écoute, quand la glace est arrivée en fin de journée, là, c'était fou. Là. Les gens prenaient des photos, c'est sûr, les comme touristes un concert qui viennent, rock, là, il y avait toute la foule, puis il y a comme un effet d'entraînement, tu sais, quand tu as 10 personnes qui s'approchent, tout à coup, tu en as 10 autres, 20 autres, 30 autres qui arrivent. Ben oui. Puis là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le site était plein, la sécurité du Vieux-Port qui débarque pour nous dire, il faut faire reculer les gens, tu peux pas rouler. Ben oui, ils ont raison. Un lift, c'est quand même ultra dangereux. Là. Il y a personne qui porte des capes d'acier. Non, c'est ça, puis tu sais, il y avait quand même une grosse charge là, au bout des fourches, là, c'était quelque chose. Ouais. Mais bon, ça a bien été. On a installé la glace, des médias qui étaient sur place. Fait qu'ils ont pris des photos de la glace avant. Chaque maisonnette avait une petite fenêtre, donc on pouvait regarder à l'intérieur. Puis, on a laissé ça pendant 3 semaines. Puis, c'est filmé? Il doit y avoir une GoPro à l'intérieur pour filmer le processus? On avait des caméras à l'intérieur des maisons. Puis, c'était des caméras sans fil, avec des relais... satellite, là, ou je sais pas trop, mais ça n'a pas fonctionné. Non, heureusement. Non. La seule chose qui a fonctionné, c'était cool quand même. On avait des capteurs de température, puis on pouvait suivre la température de dehors, de dedans, l'humidité, tout ça. Mm-hmm. Ah, quand même. On a vraiment pu valider que, écoute, dans les maisons qui étaient bien isolées, là, il faisait 3, 4, 5 degrés, alors que dehors, ils peuvent faire 30, 35. Là. Quand même. Ouais. Wow. Fait que, tu sais, on pouvait voir en regardant par la fenêtre que la glace fondait pas vite, alors que dans la maison construite au code, ça a fondu en 2 semaines, il n'y avait plus de glace. Ah ouais? Puis, ça a duré jusqu'à combien de temps, les gagnants? En fait, après 3 semaines, on avait le droit d'occuper 3 semaines le lieu. Fait qu'après 3 semaines, on a ouvert nos boîtes. Mesurer le poids au pire. On a pesé la glace restante, puis... Concordia, on fait un petit peu mieux que l'ETS, mais on était tous autour de 45% de la glace restante. Wow! Fait que, après 3 semaines, puis c'est ça, j'ai fait une présentation sur ça la semaine passée, puis j'ai sorti la courbe de température du mois de juillet à Montréal, puis on a eu un mois de juillet exceptionnellement chaud. On a eu des journées de 35 degrés, de la canicule, puis... Les heures d'ensoleillement, l'été, sont très longues. Tu sais, au mois de juillet, on est dans la période la plus longue d'ensoleillement. Fait que les maisons étaient en plein soleil à longueur de journée, dans une température chaude. La nuit faisait 20, 25. Puis malgré tout, après 3 semaines, il restait pratiquement la moitié de la glace. Fait que quand même. C'était une belle démonstration que, tu sais, si on construit nos maisons de cette façon-là, d'une façon un peu mieux isolée que ce qu'on a dans notre code de bâtiment, ben imagine parce que là, c'est... Le potentiel d'économie, autant l'été que l'hiver. Mais l'hiver, tu sais, au Québec, on est on est habitué à parler du chauffage, puis c'est notre période de plus grande consommation énergétique, c'est l'hiver, parce qu'on chauffe, puis on a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui est très grande. Là, comme les différentiels sont énormes. Hein. Le delta T qu'on appelle dans le jargon. Delta température. Delta température. Mais les étés sont quand même en train de devenir... plus longs. Ben, plus longs, plus chauds. Il y a des grosses vagues de chaleur. Peut-être pas encore au Québec,
Mais les grandes villes d'Europe, là, c'est rendu problématique l'été. Oui, là. on a entendu. Il y a des gens qui meurent, les bâtiments sont pas assez isolés, fait qu'ils crèvent de chaud. Ouais. Italie, France, Espagne, ça s'est mal passé. Là, ouais, vraiment. Fait que, tu sais, je pense que c'est super intéressant de démontrer qu'on peut faire mieux. Puis, tu sais, ce challenge-là, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de magie, là. Il n'y a pas de mécanique du bâtiment, il n'y a pas d'appareil électrique qui travaille. Puis, c'est l'énergie passive. C'est passif, c'est comme choisis tes matériaux, choisis la forme de ton bâtiment, oriente-le de la bonne façon, pense où tu mets tes fenêtres. Ça, c'est vraiment majeur, là. C'est comme de quel côté tu choisis de mettre tes fenêtres, ça influence énormément ta facture d'électricité que tu payes dans ton bâtiment. Fait que ce qui était cool, c'est ça, c'est que moi, j'avais une bonne idée de ce qu'était la meilleure configuration pour ces petites boîtes-là, mais vu que c'était des étudiants puis c'était un concours étudiant, je les ai laissés arbitraire, chercher, poser leurs questions, parfois faire des erreurs, puis ils ont appris beaucoup, beaucoup. Il va y avoir une deuxième édition? Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça, mais va falloir qu'on travaille un petit peu, peut-être certains détails. C'était compliqué, là, le site du Vieux-Port. Tu sais, ce que je t'expliquais, là, que c'est un site public, puis tu construis quelque chose pendant ce temps-là. Ça pourrait être un autre site, non? Mais ça pourrait être un autre site. Moi, je pensais à une version peut-être modèle réduit un peu. C'est-à-dire que là, on avait 6 gros blocs de 300 livres de glace, là. Peut-être une version avec un seul bloc, puis un truc que tu peux monter et démonter dans une semaine. Puis, mais rajouter des contraintes à la compétition, dans le fond. Là. Ouais. Il faudrait que ça soit un peu différent. Là ça a été fait... c'était la deuxième fois que ça se faisait au Canada. OK. Première fois au Québec. Moi, je suis super content, super fier de mes étudiants, puis d'avoir fait ça. C'est la première version en compétition étudiante. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'une fois qu'ils ont vu le challenge, ils se sont dit hey, on aimerait ça participer l'année prochaine. Ben oui, justement. Mais c'est quand même toute une bonne... c'est un défi, puis beaucoup d'énergie pour mettre tout ça en place, là, ça a été quand même beaucoup d'heures. Une chance que je n'étais pas élu à cette époque-là, parce que j'aurais pas eu le temps de tout faire. Là. Saveur de génie, je sais pas si tu connais la compétition de Génie L, ils font ça, mais tu sais, pour rendre ça plus attractif, il y avait nous, on a fait des trophées, des prix, souvent des commanditaires qui donnaient on avait un commanditaire, c'était Mou International, qui donnait 2-3 sacs de grains pour les brasses étudiantes, ou 5 000 $, ou de l'argent de certains commanditaires, ça pourrait être bien intéressant pour des clubs étudiants. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, écoute, juste pour la version 2025 là, du challenge, il a fallu qu'on aille chercher des commanditaires partout. Là, c'est ça. On a eu c'est ça le plus difficile. Hein? Ouais, c'est ça, parce que l'école va te fournir des locaux, les étudiants vont te fournir du temps, des bras, mais personne ne fournit de l'argent. Il faut que ça vienne d'une source extérieure. Fait qu'on est allé voir... Les matériaux, ils viennent pas de nulle part. Ben non, c'est ça. Fait qu'on est allé voir plein de commanditaires, puis on a reçu des sous, des fois on a reçu des matériaux, des fois de la main-d'œuvre. Samrona, ça serait un bon commanditaire, là, c'est sûr. Là, achetez votre bois. Ouais, c'est ça. On les a contactés peut-être un petit peu trop dernière minute, là, mais on a eu un fournisseur de bois puis de poutrelles de plafond là, en bois. Là. Fait que non, on a eu plein de beaux commanditaires, puis je suis sûr que ces gens-là ont adoré. Ça leur donne une visibilité incroyable là, pendant 3 semaines. Ça a attiré du monde. Là. Ce que je regrette, c'est qu'on aurait dû mettre une espèce de dispositif pour compter le nombre de visiteurs qui s'arrêtaient à regarder dans la fenêtre. C'est genre avoir des données, détecteur de mouvement, là, dès que tu t'approches, ça compte. On aurait pu savoir combien de milliers de personnes sont passées, mais c'était fabuleux. Là. À chaque fois que j'y allais au Vieux-Port, pendant les 3 semaines, je suis allé une couple de fois. C'était plein de monde tout le temps. Ouais. Le monde, ils sont intrigués, ils regardent à travers la fenêtre, puis évidemment, la glace fondait, fait qu'il y avait une petite flaque d'eau en dessous des petites maisons. Fait qu'ils se demandaient qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il y a de l'eau, puis tout ça. Ça pourrait être le logo du commanditaire en plein milieu du morceau de glace, là, avec une LED. Là, tu vois, tu dis LED, puis ça, c'est quelque chose une fois qu'on a fermé les maisons, on s'est dit, ah merde, on aurait dû mettre d'éclairage à l'intérieur.
Parce que le soir, ça aurait été illuminé. On là. aurait vu la glace illuminée, on aurait pu mettre des couleurs différentes pour les équipes, ça aurait été génial. Il y a un potentiel énorme, moi, je pense, de trucs intéressants à faire pour le projet. Là. Vraiment. Mais moi, en tout cas, je suis ouvert aux idées, aux collaborateurs et tout. Là, fait que on regarde ça là, pour l'année prochaine. Je devrais, en début d'année, avoir quelques réunions avec des potentiels partenaires pour une deuxième édition. Cool. Le but de cette initiative-là, c'est de faire bouger qui? Pas juste les étudiants ou participation collective? Au bout de la ligne, on veut faire passer le message à quel public cible? Je dirais tout le monde. Hein. Ouais. Moi, quand j'étais sur place, là, les gens venaient beaucoup de poser de questions, puis j'ai eu plus de questions. En fait, j'ai eu plus de gens qui disaient... J'en reviens pas comment que ça a fondu vite dans le bâtiment qui est construit au code de construction. Ouais. Fait que les gens réalisent, tu sais, avec ça, ils ont réalisé que, on a un code de construction qui pourrait être amélioré, tu sais, pour dire les choses poliment, là. Fait que, je pense qu'on allait chercher tout le monde, là, tu sais. Le côté technique de mes étudiants a été vraiment, tu sais, très stimulé. Mis de l'avant. Ensuite de ça, monsieur, madame, tout le monde qui n'a aucune idée de c'est quoi l'efficacité énergétique a pu constater qu'il y a moyen de construire différemment. Puis c'est ça, je trouve, la beauté de ce challenge-là, de cette idée-là, c'est vraiment... L'idée de la glace est exceptionnelle parce que tu fais ça l'été. Puis, ça coûte rien. Ah, OK! Ça coûte environ 1000$, je te dirais. Ah ouais, parce que j'avoue que c'est un format de glace je pense que c'est la livraison qui coûte cher. Okay. Puis c'est de l'eau. Parce que, en fait, j'ai pas trouvé de... Tu sais, j'ai cherché pas mal de la glace avec de l'eau non potable. Mais toutes les glaces que tu peux acheter des différents fournisseurs de glace, c'est tout le temps de l'eau potable qui est utilisée. Je trouvais ça dommage, tu sais, de faire fondre de l'eau potable. Et j'ai trouvé personne qui faisait des cubes de glace d'eau non potable. C'est drôle parce qu'il y avait une industrie à l'époque au Québec là, qui coupait des morceaux de glace dans les... Puis ça n'existe plus. Hein, non, il y a même un bâtiment de l'ETS, là, du campus de l'ETS, qui est bâti sur le lieu d'une ancienne usine qu'on appelait une ice house. Ah ouais! Une maison à glace. Ah ben! Ouais. Puis, tu sais, c'était pas très loin du fleuve, là, le TS. Oui, Canal La Chine. C'est ça, Canal La Chine. Puis, ils allaient chercher des blocs de glace pendant tout l'hiver. Ben non! Ils empilaient ça dans un entrepôt, à l'abri du soleil. Puis, après ça, ils distribuaient la glace pendant toute l'année. Puis, pendant longtemps, les systèmes de réfrigération, ça a été ça, là, c'était passif. Un contenant bien isolé avec un morceau de glace dedans. Puis dans le fond, tu sais, nos petites maisons, pendant 3 semaines, il faisait 3 à 5 degrés. C'était comme un frigo, là, finalement. Ben oui. Avec zéro électricité, zéro mécanique, tu sais. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment très imagé comme démonstration. Puis c'est ça qui m'a vraiment plu dans l'idée. Ouais. Ouais. Tu penses qu'il y aurait un modèle de sobriété technologique ou d'innovation qu'on pourrait retourner à cette technologie-là, tu penses? Ou ça pourrait être intéressant d'évaluer ça? On m'a parlé de plein d'idées là, qui pourraient émerger du Icebox Challenge ou d'une idée semblable. Là, on parlait des vagues de chaleur. Là. Mm-hmm. En ce moment, il fait froid dehors, puis on entend parler des altes chaleurs, mais il pourrait y avoir des altes fraîcheurs. T'sais. OK. Fait qu'imagine, qu'en période de canicule, les gens les itinérants qui ont pas de lieu pour s'abriter de cette chaleur-là, on pourrait penser à des petits abris hyper bien isolés dans lesquels on viendrait de temps en temps mettre un gros bloc de glace, tout simplement. OK. Puis ça fait de la fraîcheur, ça fonctionne très, très bien. Là. L'idée, c'est vraiment de protéger ta glace pour pas qu'elle soit qu'elle soit attaquée par le soleil puis par l'énergie solaire puis par la chaleur ambiante. Mm-hmm. Du moment que tu la protèges du rayonnement direct puis que tu isoles un peu l'environnement immédiat autour, tu es capable de la conserver longtemps. Puis ça, en fait, j'allais dire ça génère du froid, mais le froid, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'absence de chaleur. Voilà. On l'a tellement répété. Mais c'est hot quand même, hein, quand tu y repenses. Quand tu penses à ça, le concept de chaleur, c'est beaucoup d'énergie, puis la fraîcheur, c'est moins d'énergie, tout simplement. Ouais, ça.
Ouais. Comment t'apportes tes idées justement de sobriété technologique ou le concept de bâtiment dans ta vie politique? Oh! Ben, tu sais, comme élu municipal, tu sais, on est bombardé de demandes, on assiste à tous les projets. Priorité. C'est ça, on doit prioriser, on doit mettre en place des politiques, on doit équilibrer le budget. Puis, c'est sûr que moi, tu sais, je suis en politique là, beaucoup pour l'aspect environnemental. Fait que, tu sais, tout ce qui touche sobriété énergétique, diminuer la consommation d'eau, trouver des façons tu sais, de consommer moins de ressources. À chaque fois qu'un projet se présente puis qu'il y a ce petit aspect-là, ben, je le pousse. Mais tu sais, c'est très récent hein, que je fais de la politique, ça fait 3 semaines. Fait que, félicitations. Merci. Merci. Comment t'as vécu ça, ton élection? Ah, écoute, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure, ouais. Moi, je me suis jeté là-dedans sans trop savoir à quoi m'attendre. C'est des beaux projets comme ça, me semble. Ouais, c'est ça. C'est le fun que ça soit comme ça. Là. Ouais. Moi, ça m'est souvent arrivé dans ma vie professionnelle d'avoir une opportunité puis de dire « Ah, pourquoi pas? » Puis tu sais, ça t'amène toujours ailleurs. Moi, c'est ça que j'aime, de saisir une opportunité. Ça t'amène vraiment ailleurs. Puis je peux te donner un exemple. Tu sais, je suis ingénieur. Là. Il n'y a rien de plus carré qu'un ingénieur dans la tête des gens. Mais à un moment donné, ma patronne de l'ETS, on lui demande d'aller faire une table ronde sur l'environnement. C'était en 2015, là, l'accord de Paris puis tout ça. Quand même. Fait qu'il y avait beaucoup de médias qui étaient intéressés à entendre parler les experts en bâtiment puis tout ça. Puis, fait que là, elle, ça y tentait pas. Elle me dit « Vas-y donc, Sébastien. » Puis j'y suis allé, puis j'ai fait la table ronde à Radio-Can. C'était super intéressant. Puis suite à ça, donc c'est ça, c'est un projet dans lequel c'était assez improbable que je me lance, mais en sortant de ce projet-là, il y a quelqu'un qui m'accroche qui dit « Ah, on fait une émission, on est en train de monter une émission scientifique à Télé-Québec, on cherche des recherchistes, ça t'intéresserait-tu? » Recherchiste, je savais même pas c'était quoi. Je venais de finir ma maîtrise, fait que je connais ça, la recherche. Ouais, c'est ça. Mais de fil en aiguille, c'est ça. Recherchiste, dans le fond, c'est que tu prépares les textes des animateurs, tu creuses le sujet, puis... Pour pas qu'ils disent n'importe quoi, en fait. Là. Pour qu'ils aient l'air très intelligent, surtout une émission scientifique, là, tu veux vraiment placer les bons mots. Puis il y avait le côté vulgarisation qui m'intéressait vraiment, parce que moi, je pense que c'est une de mes forces à l'ETS. Quand j'enseigne, j'adore, comme imager, vulgariser, expliquer pour que les gens comprennent. Parce que selon moi, là, quand tu trouves la bonne image pour que la personne visualise un concept, ça y est, ça reste. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que, c'est ça, de fil en aiguille, quand tu prends un projet, ça t'amène ailleurs. Puis j'ai fait une job de recherchiste pendant quelques années. Puis après ça, je me suis retrouvé sur l'émission Découverte. Puis comme je te disais tantôt, j'ai gagné un Gémeaux pour, ça, c'est pour la recherche. C'est le premier ingénieur avec un Gémeaux que je rencontre. Ouais, je sais pas si on est nombreux, mais ouais, c'est ça. C'est quand même spécial, hein, c'est ça. C'est un peu, je me sens un petit peu imposteur là, avec mon Gémeaux, mais je le garde pareil. Puis Rosemère, c'est une ville écologique comparée à des autres. Comment ça se place dans le palmarès des villes écologiques? C'est une bonne question. Je te dirais 50-50. Là. Okay. C'est une ville riche, là, on se le cachera pas. Fait que les gens qui sont là ont des sous. Fait que soit ils ont la conscience environnementale, donc c'est des gens aisés, mais qui font des choix écologiques, c'est-à-dire qui rénovent leur maison, qui ont peut-être une voiture électrique. Mais t'as l'autre côté de la médaille aussi, tu as les gens qui sont fortunés puis que ils ont le plus gros impact. Ça les intéresse pas de faire des efforts ou de s'adapter. Là. Fait que, mais on a un super beau territoire, puis moi je suis confiant que à travers le temps, on le voit, là, les changements climatiques, là, c'est plus une légende, là, c'est réel. Il y a 2 ans, à Rosemère, il y a eu une méga pluie, là, il est tombé 175 mm d'un coup, là. Puis beaucoup de monde qui ont été inondés. Fait que là, tout à coup, t'avais pas de conscience écologique, mais là, ça commence à te parler, là, les changements climatiques. Quand ça cogne à ta porte. Exact. Quand il n'y a rien de tel... dans le sous-sol, dans le quand on parlait de l'incitatif monétaire, là, ben,
Il y a l'incitatif, l'impact. L'impact personnel, là, ça fait évoluer les mentalités. Fait que moi, je suis assez confiant. Puis ce qui est cool à Rosemère, c'est qu'on a vraiment un territoire qui est parfait pour l'adaptation au changement climatique. Ah ouais? De quelle manière? On a une canopée, là, on a une couverture d'arbres énorme. Fait que ça, tu sais, pour les réchauffements des saisons, pour les pluies diluviennes, c'est parfait parce que les arbres, c'est des éponges, puis ça absorbe l'eau, puis ça nous protège du soleil, ça réduit la température ambiante. Personne ne se plaint de trop d'arbres non plus. C'est encore drôle, je te dirais. Okay. C'est sûr qu'un arbre, là, ça vient avec des contraintes. Il faut que tu coupes des branches, il faut que tu ramasses des feuilles, faut que tu l'entretiennes, il faut que tu t'en prennes soin, mais c'est vraiment irremplaçable, un arbre. Là. Moi, je suis amoureux des arbres. Là. Je trouve que c'est une richesse. Puis, tu sais, ça, à Rosemère, on a des règlements super sévères sur les arbres. Tu peux pas couper un arbre sans permis, de un, mais faut que tu te lèves de bonne heure pour couper un arbre qui est en bonne forme. Là. Tu peux pas juste couper toutes les branches puis dire « Ah, il est rendu mort maintenant! » Non, mais tu sais, c'est ça. Mais parce qu'un arbre, quand tu y penses, là, tu sais, un arbre d'un certain diamètre, des fois, ils ont 50, 60, 70 ans. Il n'y a aucun argent qui peut remplacer cet arbre-là. Tu peux pas racheter un arbre de 70 ans. C'est-à-dire, tu vas replanter un arbre, tu peux l'acheter... faut le prévoir. À 10-15 ans peut-être de vie, là, mais 70 ans, tu ne peux pas transplanter un arbre de 70 ans. Même avec les machines là, qui peuvent transporter les arbres, ça, c'est ça. C'est too big. Là. Ouais. Puis, tu sais, à Rosemère, j'ai appris plein de choses parce qu'ils ont un ingénieur forestier qui travaille pour la ville. Il y a tellement d'arbres, donc il y a quelqu'un à temps plein qui s'occupe des arbres là-bas. C'est cool, ça. Ouais. Puis, tu sais, dans les différents dossiers que j'ai analysés dans le comité consultatif, puis dans les différents dossiers qu'on voit comme élus, tu sais, tu as des fois l'ingénieur forestier qui vient t'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'arbre ou qu'est-ce qu'on peut pas faire pour préserver l'arbre, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire dans le fond. Les contraintes de ce projet-là. C'est ça, puis tu apprends plein d'affaires intéressantes comme moi je le savais pas, là, mais les racines les plus importantes d'un arbre se situent dans le premier, 30 cm de terre. Ah, mon Dieu, dans le premier pied, dans le fond. Dans le premier pied de terre, c'est là que l'arbre il est ancré au sol. Fait que si tu viens mettre une voie de stationnement, un trottoir, puis que tu viens amputer comme 3 orteils à ton arbre, ça y fait plus mal. Ça se voit pas tout de suite parce que, tu sais, les arbres sont vraiment sur une échelle de temps qui n'est pas celle des humains. Hein. Non. Tu sais, ça bouge tranquillement, ça grandit tranquillement. Alors, c'est sûr que du jour au lendemain, tu vas pas le voir mourir, ton arbre, mais sur une période de 5 à 10 ans, ben c'est là que tu vas le perdre, ton arbre, parce que tu lui as coupé la moitié de ses racines importantes. Là, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment plein de trucs comme ça qu'à Rosemère, ils maîtrisent très, très bien. Parce qu'ils ont un territoire très boisé. T'sais, on le disait tantôt, c'est des anciens chalets. Fait que les gens ont laissé ça boiser. C'est pas des terrains industriels qui étaient rasés. Ça a été laissé boiser. Puis aujourd'hui encore, en 2025-26, c'est un beau leg. C'est superbe. C'est superbe. Tous ceux qui viennent à Rosemère nous disent « Mon Dieu, la végétation. » Il y a du vert partout. Ouais. C'est ça. Fait que on a vraiment le bon territoire pour l'adaptation au changement climatique. Puis faut travailler, en mettant des petites mesures, en faisant des capsules. L'équipe dans laquelle je suis politique, c'est une équipe jeune, puis on a vraiment le goût, de comme transmettre l'information sous forme accessible. Fait qu'on fait des capsules vidéo, on fait de la vulgarisation de... Comment vous publiez ça? Sur le Facebook de la ville, puis sur l'Instagram de la ville. C'est couramment partagé ou les gens y participent pour de vrai? Écoute, surtout, là, récemment, j'ai fait une capsule filmée sur le bac brun. Le célèbre bac brun. Le célèbre bac brun, mais... il y a encore plein de choses à dire là, sur le compost. C'est pas, on pense que tout le monde a compris pourquoi c'est important le compost, mais c'est pas tout à fait le cas. Là. C'est pas tout le monde qui saisit à quel point c'est la matière organique, comment ça peut faire des dégâts dans un écosystème. Dans un écosystème ou dans un lieu d'enfouissement de déchets. Là. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment le cool. Fait que à travers la politique, puis à travers mes connaissances, je vais essayer d'inculquer peut-être des notions, puis
avec un petit peu d'éco-fiscalité, on devrait arriver à faire de quoi. C'est quoi la priorité écologique dans ton rôle que tu trouves qui est le plus difficile à jongler, puis, ou du moins de faire la pratique puis de faire avancer les choses? Qu'est-ce que tu te dis, ça là, si je pouvais d'un claquement de doigts le faire plus rapidement, je le ferais, mais là, si bol, c'est difficile. Ouais. Ben, moi, ce que je trouve qui est difficile à faire passer, c'est l'économie en général des ressources, là. Puis peut-être je peux donner 2 exemples, l'économie d'eau puis l'économie d'électricité. Ouais. Tu sais, on en a parlé tantôt. Mm-hmm. On est dans un territoire où est-ce que c'est très facile d'avoir de l'eau potable. Tu sais, le Canada est un réservoir mondial d'eau potable. On a 20% de Ouais, rapport environ, mondial d'eau. c'est ça. C'est quand même quelque Tu sais, chose. il y a 3% de l'eau sur Terre qui est potable, puis nous, on a 20% de ce 3%-là. Fait que, tu sais, on a vraiment de la chance, mais ça fait en sorte qu'on n'est pas conscientisé. On la prend pour acquis. C'est ça. Quand mon père est français, j'ai vécu en France un bon nombre d'années, puis quand on habitait en France, on se posait pas la question. Cher, là, tu laisses pas couler l'eau quand tu te laves les dents, puis tu fermes l'eau, puis pareil pour l'électricité. Tu sais, vous autres, en France, c'est beaucoup du nucléaire, fait que l'impact environnemental, le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé, fait que les gens font vraiment attention, mais pas parce qu'ils sont plus sensibilisés, plus connaissants, ou c'est vraiment une question de coût. Fait que moi, ce que je trouve difficile, c'est que ça serait le fun qu'on soit aussi économe que des Français, mais au Québec. Mm-hmm. Puis, il y a tellement de technologies maintenant, là. Tu sais, pour l'eau, là, je te donne un exemple. Chez nous, j'ai acheté des aérateurs de robinetterie. Okay? C'est une espèce de petit disque en plastique que tu insères dans ton tuyau, entre ton robinet puis ton tuyau de douche, là, mettons. OK. Puis ça réduit le débit de ta douche. Tu peux mettre ça sur des robinets de cuisine, tu peux mettre ça. OK. Tu peux mettre ça sur à peu près n'importe quoi. Puis ça réduit grandement le débit de tes appareils. OK. Puis ça, c'est un exemple que je fais calculer à mes étudiants en classe. Une pomme de douche, là, tu sais, mettons la pomme de douche un peu mode, là, carré, design, là, qui t'envoie pas mal d'eau, là, standard, c'est 20 litres par minute. Quand même, hein? OK? Fait que, tu sais, si les gens veulent savoir c'est quoi le débit de leur pomme de douche, là, tu prends une chaudière, puis tu prends un chronomètre, puis pendant une minute, tu laisses couler l'eau dans ta chaudière, puis après ça, tu vas peser ta chaudière. Tu sais à peu près combien de litres sont sortis de ta douche. Moi, j'avais des douches à 20 litres minute, puis j'ai mis ces petits aérateurs dessus qui coûtent 7-8 $ là, pour 3. Puis là, ça réduit le débit à 5 litres minute. Wow! Ouais. Puis ça change pas le... Ça change tout, là. non, mais je veux dire, est-ce que tu te dis, oh my god, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau, parce que c'est important, le confort dans une douche, là, clairement. Et, oui. Puis ça, tu sais, je te dirais pas n'importe quoi, là. C'est vrai que ça change le confort, mais on s'habitue, tu sais. Je veux dire, 20 litres par minute, c'est le fun, là. Ça réchauffe vite, ça rince les cheveux rapidement. Mais quand tu dis que tu peux sauver 15 litres de ces 20 litres-là, puis obtenir pratiquement le même résultat, c'est-à-dire que, bon, tu vas rester peut-être plus longtemps sous la douche, mais ça compense, je veux dire, tu sauves énormément d'eau avec ça. Ouais. Fait que toutes les technologies existent, c'est facile, puis il faut miser sur des technologies qui ne nécessitent pas forcément le changement d'habitude du consommateur. C'est juste comme, hey, on va te mettre un petit système dans ton système de distribution d'eau, là, tu t'en rendras pas compte, mais tu vas faire des économies sans le savoir. Ouais. Puis de la même façon, pour l'énergie, tu sais, des thermostats intelligents, la domotique, tu sais, moi, les programmes comme ILO, là, qui vont baisser la température de ta maison, moi, je vois ça comme encore plus loin, là, plus tard, tu sais, on a de plus en plus d'autos électriques. C'est tous des petits... c'est comme des réservoirs d'énergie, nos autos, là. Fait que quand le réseau a besoin de notre énergie, on pourrait peut-être revendre, je sais pas, moi, 30% de notre batterie, du contenu de notre batterie au réseau. Ouais. Puis, tu sais, quand il y a personne dans un appartement, là, c'est un non-sens de le laisser éclairer, de le laisser chauffer. C'est sûr qu'il ne faut pas baisser la température à 10 degrés, mais de baisser de 1 ou 2 degrés, des fois, c'est
pratiquement rien, mais ça fait une grosse différence. À grande échelle, ça peut être super intéressant. Exactement. Moi, j'ai un couple d'amis qui utilisent Ilo, justement. Là, puis là, ça devient comme une espèce de jeu. Là, genre, qu'est-ce que toi, t'as réussi à faire sauvegarder pendant que moi, je faisais la vaisselle. Donc, j'ai pas fait ci. Après, tu peux avoir un billboard là, qui fait en sorte, tu sais, gamified un peu, genre l'historique. Là. Puis tu sais, on parlait de l'incitatif économique là, tout à l'heure. Les programmes comme ça, là, ça vient avec un incitatif. C'est-à-dire que si tu es sur les tarifs hivernaux, tu fais des efforts quand c'est des pointes, tu te fais rembourser les kilowattheures que tu n'as pas consommés. Oui, le tarif D. Les autres, ils sont EF, là, justement. Ouais. Là. Exact. Ben, c'est ça. Moi, je suis sur le tarif D à la maison. Puis, tu sais, quand je reçois le courriel la veille qui dit demain de 6 à 10, faites un effort. Partez pas le lave-vaisselle, faites pas une brassée de linge, chargez pas votre auto si c'est possible. Puis, baissez un petit peu la température. Fait que moi, ça m'arrive souvent de travailler à la maison. Fait que, écoute, je mets des grosses pantoufles, puis je me mets un chandail de plus, puis je mets la maison à 19 pendant cette période-là. Puis ça vient avec un gros chèque, là. C'est fou, là. C'est vraiment hyper intéressant. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve un peu difficile, là. C'est de faire des économies d'énergie, de ressources, tout ça. Alors qu'on est dans une société de consommation. De consommation puis de disponibilité de ces ressources-là très, très grande. Là. Est-ce que tes collègues en politique, est-ce que tu es le seul à être vert tout seul dans ton coin, fait, non? Non, on est tous pas mal verts. Ouais. C'est ça qui nous réunit, entre autres. Là, c'est le fun aussi quand toute notre équipe a été élue. Là, c'est-à-dire qu'on est 6 conseillers de la même équipe avec la mairesse qui était dans notre équipe aussi. Fait que on pense tous de la même façon. Puis oui, le côté écologique, c'est ça. On s'est fait appeler les Verts là, pendant la campagne électorale, mais on n'est pas, je veux dire, on n'est pas juste écologique, là, mais c'est sûr qu'on a un petit côté écolo qu'on aime bien mettre de l'avant. C'est quoi que tu penses qui est ton impact en tant qu'élu? Qu'est-ce qui est désiré puis qu'est-ce qui est réel? Y a-tu des contradictions un peu là-dedans? C'est clair. T'sais. Quand je suis... encore une fois, ça fait juste 3 semaines. Fait que peut-être que je te dirai d'autres choses une autre fois. Mais l'année prochaine, oui. La première chose que quand tu arrives comme élu, la première chose qu'on te montre, c'est le budget. OK. Fait que pendant la campagne électorale, on s'est monté un beau programme avec des belles idées. Puis après ça, tu arrives, t'es élu, puis là, tu te dis, j'ai plein d'idées, là, on va les concrétiser. Puis là, attends, tu vas pouvoir les concrétiser, mais attention, il faut budgéter, il faut que ça rentre dans le budget, il faut qu'on ait les sous. Se laisser des marges. Faut se laisser des marges, puis, tu sais, une ville, là, ça gère les ordures, l'eau, puis le recyclage, le déneigement. Fait que, tu sais, à la base, là, il y a une grosse partie du budget qui part dans juste les opérations régulières. Fait que quand tu arrives avec on va rénover les bâtiments municipaux, on va les rendre écologiques, on va mettre des toits verts sur tel bâtiment. Panneaux solaires everywhere. C'est ça, on va rajouter des bornes de recharge. Tout le monde sur Ilo. Du Bixi, on va donner des incitatifs pour l'éco-rénovation. Piste cyclable. Tout ça, ça coûte des millions, là. Puis là, on dit, OK, c'est on n'a pas des millions. On n'a pas des millions pour cette année. On peut l'étaler, tu sais. Un petit projet par-ci. C'est ça. Fait que là, tu sais, il faut prendre son gaz égal un peu puis se dire, OK, on n'accomplira pas tout dans l'année 1. Mais, tu sais, je pense que le rôle de l'élu aussi, c'est de garder un peu la vision que tu as. Le mandat dure 4 ans. Tu sais, si on est élu, on l'est pour 4 ans. Donc, pendant les 4 années, garde ta direction que tu avais dans la campagne électorale pour qu'éventuellement, dans 4 ans, tu sois encore dans la même direction. Que tu ne sois pas perdu dans « il fallait faire ci, il fallait payer ça, puis on n'a pas eu le choix de ci puis de ça ». Fait que ça... Ouais, c'est un rôle que j'apprends à connaître là, de plus en plus. Là. Okay. J'aime ça. Je peux pas dire que je déteste. Là, j'aime vraiment ça. Ouais. C'est quoi le prochain projet là, que tu penses que tu te dis celle-là serait vraiment intéressant qu'on mette de l'avant, qu'on le fait? Ben, tu sais, je t'ai parlé du golf. Là. J'aimerais vraiment... tu sais, le golf appartient à un promoteur privé qui veut faire des maisons. Moi, j'aimerais bien que la ville fasse une offre pour acheter le terrain puis qu'on le retransforme en forêt / terrain de jeu,
parc nature, tu sais, accès à la nature pour tous. Puis comment tu vas t'y prendre? C'est quoi les stratégies? Apporter la population derrière? Écoute, la population, elle est derrière nous parce qu'on a été élus avec cette vision-là. Tu sais, notre parti a vraiment gagné haut la main. Là. Fait que les gens sont pour. Maintenant, c'est de voir comment on s'y prend. Puis c'est sûr, le promoteur privé, le propriétaire, veut pas forcément vendre son terrain. Lui veut faire son développement, mais la ville veut pas. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il faut s'asseoir puis s'entendre. Ça va être des grandes discussions qu'on n'a pas eues encore dans les 3 dernières semaines, mais qu'on pense avoir au courant de l'année 2026. Avais-tu beaucoup de compétition en tant qu'élu? On était 3 équipes. OK. Ouais, on était 3 équipes. Fait qu'il y avait 3 équipes complètes. Donc, pour chaque poste, comme par exemple, moi, j'étais sur le siège numéro 5. On était 3 candidats pour le siège numéro 5. Puis, il y avait même 4 candidats pour la mairie. OK, quand même. Ouais. Puis, ça a été l'ancienne qui a été... Non, ça a été une toute nouvelle. Non, toute nouvelle, OK. C'est ça. Qui fait partie, dans le fond, de la votre mairesse équipe, qui est, de mon équipe, qui est dans mon équipe. C'est une ancienne conseillère municipale de la ville, mais qui a fondé une nouvelle équipe. Donc, on est tous... c'est une nouvelle équipe complètement. Ouais. Ça s'appelle comment? Je m'excuse, j'aurais dû te le demander avant. Vision Rosemère. Vision Rosemère, OK. Donc, pour ceux qui ne le savent pas. Là, c'est ça. Hey, ça, c'est drôle, petit aparté là, sur le nom des équipes. Là. Il y a beaucoup ça. Hein, Vision Montréal, Vision ça. Action Laval, Action ci. Écoute, mais quand tu commences à y penser, il n'y a pas grand choix. Hein. Projet ci ou Vision ça. Ça serait quoi sinon? Là? Ouais, c'est ça, Terre Bonne Humeur. C'est bon ça. C'est ça leur slogan. Terre Bonne Humeur, ah oui. Ouais. Ah, c'est cool. J'ai pas vu passer celle-là, mais c'est ça. Nous, on avait une vraie vision. Là, je veux dire, on voit notre ville de telle manière, avec un grand parc central, un redéveloppement sur des lieux qui sont déjà construits, pas dans les espaces verts. C'était vraiment ça notre mot d'ordre. Fait que vision, Rosemère. Ça a fini comme ça. Ouais. C'est vieux de combien de temps, l'historique de ce parti-là? Du parti duquel je fais partie? Ouais. Ah, écoute, c'est tout récent. Là. Ça a 1 an à peu près. Là. Okay, on a formé le parti juste avant la campagne électorale. Okay. C'est le fun. Oui, c'est ça vraiment... full innovation, nouvelle vision. Ouais. Puis avec des backgrounds vraiment variés. Là, on a une commerçante, on a une musicienne, actrice. Ah ouais? On a une bachelière en développement durable, la mairesse. Ouais, OK. Il y a moi, qui est ingénieur, on a un économiste, on a un ingénieur forestier. Ouais, lui, il n'est pas dans l'équipe, mais il travaille pour la ville. Mais dans l'équipe de politiciens, on a comme tous des backgrounds différents, puis tous des trucs qui sont complémentaires là, dans la gestion d'une ville. Fait que c'est vraiment le fun. Mm-hmm. C'est quoi le défi collectif comment faire engager plus de... Parce que les taux de participation, c'était de combien? Écoute, on a eu un des très bons taux de participation. C'est sûr que quand je vais te dire le chiffre, tu vas dire « Oh, OK ». Mais les municipales, là, ça attire pas grand monde. Hein. Les moyennes, c'est 35-40% de participation. Ouais, c'est ça. Nous, on a eu presque 51%. Oh, wow! Ouais. Fait qu'une personne sur 2, on va dire, est allée voter. Là. Une personne sur 2 habilitée à voter est allée voter. Fait que, mais je pense que c'est ça, l'enjeu du développement de notre ville, c'est-à-dire est-ce que on veut avoir un grand accroissement de la population avec des nouvelles constructions qui vont se faire dans le terrain de golf, versus est-ce qu'on privilégie de redévelopper plus sobrement des endroits qui sont déjà construits, puis mieux les aménager. On essaie d'optimiser ce qu'on a déjà, puis de conserver ce qui est encore possible de conserver. Mm-hmm. Le golfe de Rosemère, là, c'est un golfe qui a 100 ans. Oh, fait que, quand même. Les arbres dans le golfe ont 100 ans. Mm-hmm. Fait que c'est des arbres, comme on disait tantôt, c'est irremplaçable. Puis là, s'il y a des nouvelles constructions, ça va se... Si tu viens ouvrir une rue, construire des maisons, dans le chemin, c'est fini, tu perds ces arbres-là. Oui, tu vas replanter des arbres, mais ça va être des petits arbres. Là, le condo qui est en construction derrière moi, là, justement, moi j'ai été outré
de voir qu'il y a justement, c'est des arbres avec des énormes diamètres qui sont partis. J'ai appelé la ville, puis ils m'ont dit « c'est pas nous qui s'occupent de ça. » Puis j'étais genre « Vous êtes sérieux? C'est quoi cette affaire? » Genre « Ah non, j'avais appelé le conseiller municipal, puis il m'a dit que c'était la ville qui s'occupait de ça. C'était pas le... ça vient avec le permis de construction. Ouais, c'est ça, mais je trouvais ça dommage. Fait que, fait que ça, ce qu'il faudrait pas que ça arrive. Ben non, faudrait pas que ça arrive, là, parce que c'est ça, ces arbres-là rendent des services, incommensurables là, à la ville. Là, c'est comme, on a eu des inondations, mais si on n'avait pas eu le golfe, on aurait eu des inondations, des grosses inondations. Ouais. Puis j'imagine que dans ton porte-à-porte, tu leur as expliqué ça. Oui, c'est ça. On leur explique. Puis il y a plein de gens qui le comprennent. Plein de gens. D'autres qui disent moi je veux pas payer mes taxes trop chères, je veux pas payer trop de taxes, fait que faites rentrer de l'argent dans les coffres. Un parc, ça apporte pas d'argent à une ville, c'est ça. Mais quand tu y penses, on parlait des infrastructures puis des services écosystémiques, on parle de plus en plus maintenant d'infrastructures vertes. Donc un parc, un marais. Nous on a des marais à Rosemère, là, des espèces de marécages là, que quand la rivière déborde, ben, ça s'en va là. Ça s'en va pas dans les sous-sols des gens. Fait que faut les protéger, ces endroits-là. C'est pour les protéger parce qu'ils nous rendent des services vraiment, vraiment très, très importants. Là. Fait que ça serait... en tout cas, il faut toujours trouver le juste milieu entre se développer puis préserver la nature parce que on fait partie de la nature. Si on se développe à outrance, ben on débalance le tout. Là. Ça, c'est un des premiers cours dans ma maîtrise qui m'a fait réaliser bien des choses. C'est que notre environnement, avec un E majuscule, c'est un très grand système ultra complexe. Mais dans un système, tu as différents acteurs, différentes sphères qui sont toutes reliées les unes aux autres. Quand tu tires sur quelque chose à droite, il y a quelque chose à gauche qui bouge. Fait que, tu sais, quand tu construis à outrance, quand tu coupes des arbres, ben il y a quelque chose à quelque part qui bouge. OK? Puis c'est pas tout le temps ce que tu voudrais qu'il arrive. Fait que, tu sais, c'est toujours de trouver le juste milieu parce que, oui, il faut quand même offrir du logement. Tu sais, il y a une crise de logement à travers le Québec. Il faut créer des nouveaux logements d'une façon intelligente, sans débalancer justement notre système environnemental. Sans empêcher le développement, au moins le construire de façon intelligente. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, maintenant, construire intelligent, c'est construire plus petit, en hauteur. Ça, c'est une notion, la compacité. Là, je sais pas si tu as vu ça dans tes études d'ingénieur, mais en bâtiment, on parle beaucoup de la compacité des bâtiments. La compacité, c'est le rapport entre les surfaces qui sont exposées à l'extérieur versus le volume que tu as à l'intérieur. Puis quand tu optimises ça, tu as un volume adéquat à l'intérieur avec le moins de murs exposés possible. Ça fait moins de matériaux pour construire, moins d'énergie pour chauffer, moins de tout ce que tu veux, de ressources pour entretenir et tout ça. Fait que, tu sais, construisons intelligemment. On est capable de densifier un territoire sans forcément raser tout ce qui est espace vert. Là. C'est vraiment... C'était pas mal l'enjeu, je te dirais, de notre élection. Là. Comment on va le développer, notre territoire. Tu vois le rôle de la ville de Rosemère au Québec? Comme en tant que prochain, justement, est-ce que ça va être comme Laval, on va y dormir, mais on va pas y travailler? Comment tu vois ça? Je pense que non, Rosemère, c'est pas... c'est une ville très familiale. C'est des belles maisons, c'est un beau milieu. On a quand même plusieurs parcs. On est proche d'une rivière, on est proche des axes d'autoroute. Donc, c'est super bien situé. Moi, j'aimerais vraiment ça que Rosemère devienne un Drummondville. Drummondville est tout le temps cité comme la ville qu'il faut copier pour ses idées environnementales. Ils ont des politiques sur la gestion de l'eau, ils ont des politiques sur la pollution lumineuse des bâtiments, tout ça. Ils sont entourés d'agronomes. Là. C'est quand même une métropole d'agronomes du Québec. C'est ça. Je pense que ça vient des gens qui habitent là, ça vient du politique, ça vient... le mode de vie, sûrement. Ça. J'aimerais ça, que Rosemère soit citée aussi. Hey, Rosemère, on est souvent nommé pour notre couvert végétal, on a beaucoup d'arbres. Mais j'aimerais ça qu'on soit nommé pour
gestion des eaux de ruissellement, tu sais. Comment protection des marécages. Protection des espaces verts, des marécages, développement intelligent. Tu sais, c'est une ville qui, au lieu de... Tu sais, des marécages, là, c'est des terrains vagues, là. Fait que des promoteurs, ils regardent ça puis ils se disent, moi, je te mets du sable là-dedans puis on peut construire, là. C'est dévastateur. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, je veux qu'on soit un exemple de ville qui dit non, on touche pas. Not on my watch. On touche pas à ces espaces verts-là. On redéveloppe là où il y a déjà du béton, là, il y a déjà de l'asphalte. Puis c'est ça la chose intelligente à faire. Y aurait-il une stratégie de justement comme faire des, mettons, les marécages, là, moi je me rappelle tout le temps, toute ma vie, là, j'ai tout le temps fait ça. Justement, je sais pas si la rivière des... le parc de la rivière des Mille-Îles, c'est dans Rosemère, ça? Ou c'est à Laval, donc c'est en face de Rosemère. Sainte-Rose, Rosemère se font face. Ouais, exact. Rivière des Mille-Îles entre les deux. Exact. J'ai passé toute mon enfance là à justement aller faire du kayak, du canot, ces affaires-là. Et je pense que justement d'impliquer la population, ça pourrait être une belle stratégie. Qu'est-ce que t'en penses? De se dire, mon Dieu, si, admettons, demain, toute la ville vont toujours à cet endroit-là à chaque été, puis les promoteurs vont mettre du sable là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se lever. Là. Non, c'est ça. Non, mais je pense que, tu sais, on disait ça tantôt, les changements climatiques font en sorte que les gens s'intéressent à l'environnement. Fait qu'en s'intéressant, ils se renseignent, puis en se renseignant, ben ils se sensibilisent. Fait que je pense que, tu sais, le virage est commencé, est bien pris, mais on peut toujours faire mieux. Ouais. J'aimerais ça que Rosemère soit... Il y avait mon invité du dernier épisode qui m'avait dit moi, je m'arrange pour que les auditeurs ou les invités s'approprient la question. Fait que moi, je pense que c'est une belle phrase, là, que ces gens s'approprient. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que, tu vois, tout est dans tout. Ouais. C'est ça qui me rejoint dans l'enseignement. Tu sais, tantôt, je te disais, j'aime ça trouver l'image qui va frapper l'imaginaire de l'étudiant. C'est que quand tu comprends quelque chose, tu t'appropries une notion, après ça, tu l'as pour la vie. Là, parce que ça passe par l'éducation. On dit souvent que la transition énergétique ou la transition environnementale doit passer absolument par l'éducation, justement. Oui. Ben, c'est en le comprenant que tu te l'appropries. Absolument. Enfin, puis moi, je pense que fondamentalement, tout le monde qui comprend les bienfaits d'un espace vert, les bienfaits d'un marais, une fois que tu comprends puis que tu saisis l'ampleur des conséquences d'en passer, ça devient beaucoup plus difficile de faire le choix de remblayer, mettons, c'est ça. Ton marais. Ouais. En parlant d'éducation, est-ce que ton parti politique participe justement activement à l'éducation justement verte de la population de Rosemère? Ou vous êtes dans les écoles primaires? Parce que je pense que c'est eux qui vont garder ça, ces marais-là, je pense, prochainement. Ben écoute, ça reste à définir encore. C'est sûr que moi, je serais le premier à lever la main là, si on me disait « il faudrait aller dans une école ou il faudrait aller expliquer telle chose. » Ou développer des programmes. Ouais, ou tu sais... Ou c'est pas dans votre juridiction? Ben, en fait, quand tu es un élu municipal, quand tu es comme moi un conseiller municipal, on nous a expliqué que notre rôle, là, c'est comme on est le liant entre le citoyen et les fonctionnaires de la ville. T'sais, les fonctionnaires de la ville, c'est des gens qui sont pas élus, c'est des gens qui sont en poste qui ne changent pas s'il y a des élections. C'est eux qui sont les techniciens qui s'occupent des opérations. C'est ça. Nous, on est le lien entre les deux. Donc, le politicien, il prend le questionnement, l'enjeu du citoyen et l'amène au fonctionnaire de la ville pour lui dire « Hey, il y a un besoin. Il y a un besoin, ou ça fonctionne pas, ou lui, il y a quelque chose qui se passe dans son coin, son eau est pas belle, bla. » Donc, nous, on est le lien. Est-ce qu'on a le mandat de résoudre les problèmes? On m'a dit que non. Mais c'est sûr qu'on fait partie de la réflexion. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas l'intention de mettre mes connaissances dans un tiroir. Puis, l'ingénieur en toi ne pourra pas faire ça, je pense. Là. Oui. Ça va être difficile. Faut alors que je me parle. Mais non, mais moi, je suis un gars... J'aime pas les problèmes non résolus. J'aime ça... T'es proactif. Ouais. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais, mettons qu'il y a une affaire... qui ne fonctionne pas dans ma maison. Là. Il y a un truc que j'ai découvert, il y a une fissure à quelque part. Puis là, le petit hamster dans le cerveau, il se met à courir. Puis
je réfléchis, puis à un moment donné, je trouve la solution, puis je règle le problème. Donc, le citoyen qui nous écoute au podcast en ce moment, là, ils doivent se dire « OK, il y a quelqu'un qui dort pas la nuit là, pour moi. » Absolument. Ben là, écoute, j'espère dormir la nuit, là, quand même, mais le plus possible. Mais c'est sûr que moi, quand il y a une problématique, je vais vouloir me mettre les mains dedans, là, c'est sûr. J'ai oublié de me poser comme question, peut-être un petit dernier, mais le taux de participation en politique, tu penses que pour en avoir plus, ça serait quoi? Une bonne stratégie? Puis pourquoi on a une si basse? Ouais, ben je pense que les gens réalisent pas à quel point le gouvernement municipal, c'est le premier palier qui les sert, tu sais, dans leur vie de tous les jours. C'est sûr que notre gouvernement provincial fait les lois, le fédéral donne d'autres lois et des fois des incitatifs financiers. Ça a des... Mais tu sais, au jour le jour, là, le premier gouvernement que tu peux carrément y toucher à l'épicerie, là, c'est ton gouvernement municipal, c'est tes élus de la ville. Fait que c'est super important que tu mettes en place des gens qui te représentent, qui représentent tes valeurs puis tes aspirations. Fait que moi, je pense qu'en disant aux gens, vous n'avez pas idée à quel point vous pouvez infléchir les choses avec votre gouvernement municipal, ça va encourager les gens à aller mettre en poste des gens qui les représentent, donc s'impliquer dans l'élection puis d'aller voter le jour du scrutin. À Rosemère, on a eu 51% de taux de participation. Parce qu'il y avait 3 équipes, puis donc il y a 3 équipes qui ont littéralement sonné à toutes les portes, puis qui ont parlé des enjeux, donc on est allé sensibiliser les gens à ces enjeux-là. Mais c'est sûr que quand les gens réalisent que ton gouvernement, on dit gouvernement, là, mais c'est l'équipe qui gère la ville, l'équipe politique qui gère ta ville, mais c'est sur celle-ci que tu as le plus d'accroche. As-tu un exemple, justement, que tu pourrais dire... Mon Dieu, cette personne-là, elle a bien fait de prendre action, de s'impliquer politiquement, de dire c'est pas vrai qu'on est monsieur, madame, tout le monde, puis on n'a pas d'impact. Ben écoute, je reviens encore au golf, là, mais tu sais, les gens qui veulent que le golf reste un terrain vert, puis que les arbres ne soient pas couchés. Tu sais, je veux dire, si tu vas pas voter, t'as pas participé à l'effort de groupe, là. Donc, c'est un exemple, là, je veux dire, nous, on a eu beaucoup des votes, on a une grande majorité des votes, parce que les gens qui voulaient avoir un parc au lieu d'un développement immobilier se sont mobilisés. Puis là, on est en poste, puis nous, on a cette vision-là de transformer l'espace en parc et non en projet immobilier. Donc, les gens qui sont allés voter pour nous, ultimement, vont avoir réalisé leur vision à travers notre élection. Puis tu penses qu'il y a les gens qui se disent qu'ils vont pas voter, qu'est-ce qui les ferait switcher? À se dire, ça vaudrait la peine. Est-ce que ça ne relève pas de toi? Écoute, c'est dur à dire parce que tout le monde a ses raisons. Moi, je pense qu'une chose, ça a été discuté un peu pendant la période électorale. Tu sais, le vote en 2025, d'aller en personne, remplir un carton, cocher, puis mettre ça dans une boîte. Je pense que si on avait une méthode pour voter, tu sais, en ligne ou quelque chose de... Ou à la maison même. Ou à la maison, rapide, ben je pense que les gens verraient pas ça comme une tâche. Ils verraient, tu sais, comme, OK, c'est facile, on le fait comme un sondage, tu sais. Tu sais qu'il y a des pays où est-ce que c'est obligatoire de voter. Fait que, tu sais, sans rendre ça obligatoire, si on simplifie le processus, ben ça pourrait faire en sorte que les gens exprimeraient plus leur vote de cette façon. Mais pour être bien honnête avec toi, il y a quand même beaucoup de gens qui nous disaient « ça me touche pas ». T'sais, au jour le jour, moi je fais mes affaires, j'ai rien à dire contre la ville, puis j'ai pas d'opinion sur ce que vous proposez. Donc d'aller donner mon vote à toi ou à l'autre, pour moi ça change rien. Fait que cette journée-là, ben je vais m'abstenir. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent ça. Tu penses que c'est parce que les politiques rejoignent... vu que ça affecte de façon plus holistique, c'est moins, ça touche moins les gens? Genre? Écoute, c'est sûrement multifactoriel. Là. Je pense que des gens qui ne votent pas, si un jour il y a un enjeu qui les touche plus particulièrement, ben ils vont aller voter. Fait que c'est ça, c'est juste de faire réaliser aux gens que les gouvernements municipaux, ben c'est ceux qui gèrent
qui gère ton quotidien. Là, je veux dire, le camion de poubelle n'est pas passé ce matin, mais tu vas le savoir. C'est pas le parti de M. Legault qui est imputable. Là. C'est ton élu municipal à qui t'appelle, puis que tu demandes des comptes. Fait que c'est ça. Ouais. Merci tellement d'être venu au podcast. Comment t'as aimé ça? Ah, c'est cool. C'est relax. C'est une petite jasette, là. C'est ça. C'est cool. C'est quoi le message que tu veux transmettre je dis tout le temps aux gens dans l'univers, là, mais aux citoyens? C'est quoi que tu veux leur dire? Ben, moi je pense que... tu sais, on vient d'en parler de l'éducation, là. N'hésitez pas à aller chercher de l'information. Fiez-vous pas forcément à un commentaire sur Facebook de quelqu'un qui dit ci, qui dit ça. Tu sais, allez creuser les questions qui vous touchent, là. Tu sais, si un sujet vous intéresse, ça vaut de l'or, les connaissances, là. Quand tu maîtrises un sujet après ça, là, c'est le fun parce que tu es capable de le faire rayonner, puis ça t'amène ailleurs, là. Donc, ouais. Moi, je comprends pas que ça m'a pris 10 ans à arriver à l'éducation, là, à l'enseignement. Tu sais, j'ai fait 10 ans de bureau d'ingénieur à dessiner des pièces d'avion, puis à signer des plans. Mais depuis que j'ai découvert l'enseignement, là, c'est comme, je pense que j'ai trouvé ma voie, là. C'est vraiment ça. Ma copine me dit tout le temps que je devrais aller enseigner aussi, là. Donc, j'adore, moi aussi, j'aime ça vulgariser aussi. C'est vraiment le fun. C'est très... tu sais, le retour, là, est incroyable. Tu sais, quand tu as un étudiant qui vient te voir à la fin du cours et qui te demande peux-tu me remettre mon jonc d'ingénieur à la cérémonie? Wow! Wow! Ça, c'est ta paye. Oh, wow! C'est incroyable, ça. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Tu sais, c'est pas de façon générale, là, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, c'est vraiment... Wow! C'est touchant. Des étudiants qui m'envoient des photos de la maison qu'ils ont construite suite à mon cours de bâtiment durable. Ils sont en dernière année de bac, puis là, ils veulent s'acheter ou se construire une maison. Puis là, ils ont tous les concepts du bâtiment durable en tête, puis là, ils se construisent leur maison, tu sais. Wow! Ils m'envoient la photo. Puis ils envoient le petit saut, certification. Ça a pas de prix, ça, comme... c'est un saut, c'est un différent saut. Ouais, exact. On peut te suivre sur quel réseau? Oh! Je suis un vieux, moi. Hein. Oh! J'ai pas vraiment de réseau, mais... Le site municipal, je sais pas. Ben, c'est sûr que, écoute, on tourne des petites capsules de vulgarisation avec la ville. C'est sur le site Facebook de la ville. Moi, quand j'ai des projets intéressants, je les mets sur mon LinkedIn. Mais si quelqu'un entend ma voix puis veut rentrer en contact avec moi à travers le portail de la ville de Rosemère, ils vont tomber sur mon courriel. Puis ça va me faire super plaisir d'échanger. T'en reçois-tu déjà? Pas encore. Ben, des citoyens qui m'écrivent, là, mais des gens de ailleurs là, qui m'ont entendu à la radio. Pas encore. Merci d'avoir écouté le podcast Écologie et Société. Encore une fois, si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez, continuez les réflexions. On se retrouve sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Il y a l'Instagram à écologie.société, LinkedIn, le Linktree. Fait que merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Hey!